Les dynamiques dans l'espace confédéral AES s'enchaînent. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, continuent leur marche dans leur dynamique de construction, de recomposition et surtout d'ancrage dans un développement commun. Aujourd'hui, nous sommes au Mali, dans votre émission Décryptage, pour parler de cette actualité qui défraie la chronique. L'ancien Premier ministre, allié du pouvoir de Bamako, est aujourd'hui entre les mains de la justice malienne. Accusé de détournement de fonds, de faux et usage de faux, Choguel Kokala Maïga est dans l'engrenage du pouvoir de Bamako. Nous recevons pour en parler M. Zié Lucien, communicateur on va dire, de la CNAVC, de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne. Bonjour et bienvenue à Décryptage. Bonjour M. Bafanam, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à vous pour la promptitude avec laquelle vous répondez à notre invitation pour décrypter ensemble, on va dire, les sujets importants, des thématiques également qui touchent, on va dire, à la bonne dynamique de la Confédération des États du Sahel. C'est une actualité quand même qui dérange un peu. Ancien allié, ancien Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga est entre les mains de la justice. D'aucuns vont dire chasse aux sorcières ou encore durcissement de la politique de lutte contre la corruption. Merci bien pour cette actualité que nous avions donc l'occasion de discuter et d'échanger. C'est cela. Vous voyez, lorsque un acte se produit, surtout qui alimente l'actualité, les opinions sont départagées. Bien sûr. Voilà. Certains diront que c'est une chasse aux sorcières, d'autres diront que c'est l'application de la loi. Mais revenons-en aux faits. Qu'est-ce qui s'est bien passé? L'ex-premier ministre Choguel Kokala, lorsqu'il était en fonction, il tenait des discours isolés, des discours qui s'inscrivaient dans une logique de protestation contre le régime établi, bien qu'il est le chef du gouvernement. Bien qu'il était le chef du gouvernement à l'époque. Mais il a eu à critiquer de façon vive les militaires, comme s'il pouvait même se dissocier de ces militaires-là. Pour lui, il y a les militaires d'un côté, et eux, les membres de la société civile ou les politiciens, de l'autre côté, qui ont intégré le gouvernement. Ils ont des points de revendication auxquels les militaires devraient satisfaire. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de point d'accord avant leur intégration dans le gouvernement? Non, est-ce qu'il y a une question de point d'accord, un compromis qui peut être justifié lorsqu'on est engagé pour défendre l'intérêt général du peuple malien, lorsqu'on est engagé pour libérer totalement le Mali du joug du terrorisme, lorsqu'on est engagé pour permettre à ce que le Mali puisse recouvrer sa dignité? Est-ce que les propos tenus qui tendent à s'isoler de façon dilatoire à la dynamique souverainiste qui est engagée par le peuple malien, est-ce que ces propos avaient lieu d'être tenus? Lorsqu'il dit, il appelle le président Assimi Goïta de revoir les délais de la transition afin justement qu'ils organisent les élections. N'est-ce pas le même là qui disait que notre pays n'était pas dans des conditions qui lui permettront donc d'organiser les élections? Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que lui-même, c'était en novembre bien entendu, qu'il critique vivement, il n'est pas de l'opposition. Le Mali, c'est une transition où les forces vives nationales sont appelées à unir, à conjuguer les efforts afin justement de lutter contre le terrorisme et développer les pays. Mais ça veut dire simplement, en le disant, en tenant ses propos, ça veut dire simplement qu'il vient de se dévoiler. Tout ce qu'il a fait, tous ses propos, ses sorties, qui souvent même sont qualifiés par certains de ses détracteurs comme étant un populisme empreint d'un zèle aussi injustifiable, ce qui veut dire simplement que ce monsieur-là voulait que le tablier. Il voulait simplement qu'Assimi Goïta, qui est le président du Mali, lui cède le tablier. Voilà, lui cède le tablier. Donc, à vous écouter, M. Zié, c'est juste une déduction voilà, qui a tout son sens. À vous écouter avec ces arguments, est-ce à dire que toutes ces paroles le rattrapent aujourd'hui? Absolument clair. Dans un règlement de compte? Oui, non pas un règlement de compte. Un règlement de compte par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il a dit. Non, lui-même d'abord, il fallait que son mouvement, son parti, le M5RFP là, règle lui-même ses propres comptes. Parce que lorsqu'il est devenu Premier ministre, il avait un zèle indescriptable.
Et également, il s'exprimait à ses membres qui l'ont porté, qui l'ont fait confiance de le porter à cette primature-là. Il avait une arrogance que ses propres membres, ses propres militants ne comprenaient plus. Ils étaient obligés de l'expulser. De l'expulser. Oui, mais ça c'est arrivé, non? Ce n'est pas au nom d'une mission d'intérêt national qu'on ne pourrait pas l'expulser. Et également, je voudrais dire, ce sont les préalables pour venir au fait de son arrestation. Garde à vue suivi donc d'un mandat de dépôt. Justement. Et lorsque le bureau du vérificateur général du Mali établit son rapport et que dans le même rapport, il ressort des cas de détournement flagrants, des gens qui octroient des prêts à hauteur de 20 milliards et sans des bases valables, des bases juridiques qui puissent justifier l'octroi de ces prêts-là à des gens dont on ne connaît même pas bien leur identité. Quand on voit également que quelqu'un qui détourne plus de 92 millions de francs CFA qui devrait servir à payer la redevance d'électricité, de télécommunications et autres. Et quand on voit un Premier ministre qui parle de souveraineté, qui parle de libération, qui parle de dignité, que c'est le même là qui s'est fait payer les frais d'émission à hauteur de 37 millions de francs CFA, mais on doit se poser la question. On doit se poser la question, oui, on doit se poser la question, c'est normal, mais dans sa gestion en tant que Premier ministre, M. Zié, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'audit? C'est-à-dire que le pouvoir de Bamako aussi a été un peu laxiste dans la gestion. Non, ça ne veut pas dire qu'il y avait un laxisme. Vous voyez, le bureau du vérificateur général a des activités. Même ça s'est fait au Burkina Faso. Oui, bien sûr. On peut identifier un certain nombre de structures pour l'année en cours, pour une année donnée comme ça. Et on décide de faire des audits et d'établir un rapport. Et le bureau du vérificateur général établit des rapports annuels. Maintenant, s'il arrive qu'on vérifie, de toutes les manières, lui, ses propos, aussi provocateurs, mais sinon injurieux à l'égard du peuple malien, sont des propos même qui méritent qu'on parte vérifier lui-même sa propre gestion. Mais M. Zié... ça veut dire, non, je viens. Oui, ça veut dire que s'il tient ces genres de propos, ça veut dire que dans sa gestion, il a posé des actes incohérents avec la marche. Monsieur Zié, on va revenir un peu, on va faire juste marche arrière. D'accord. Faisons la part des choses. Choguel Kokala Maïga est-il condamné pour corruption ou pour ses propos? Non. Je pense que les citations du procureur sont très claires. C'est cela. Il a été entendu par la Cour suprême du Mali. On dit, voici, ils ont montré les différents faits. On dit les questions de détournement. C'est cela. Voilà. S'il a détourné, qu'est-ce que la réglementation malienne dit? Il faut faire un mandat de dépôt. En attendant donc les procédures, le jugement, je vais dire. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que ces propos... Mais ces propos même sont graves. Peut-être même il y aurait une autre poursuite par rapport à ça. N'oublions pas également que le Mali vient de déjouer un coup d'État. Et ce coup d'État, on a vu que des acteurs au niveau militaire, en tout cas, ont été dévoilés. On a vu un peu les identités. Mais côté politique, on n'a pas encore vu des acteurs. Mais si vous voyez plus de 30 personnes qui ont été interpellées et déposées, ça veut dire simplement que ce coup ne pouvait pas être préparé sans associer les acteurs politiques. Donc lui qui avait vivement critiqué la gestion du président Assimi Goïta, ça m'étonnerait s'il n'est pas cité à quelque part. Donc pour vous, il pourrait être impliqué. Il pourrait être dans cette tentative de coup d'État. À l'aboutissement de cette affaire en lien avec la tentative de déstabilisation. C'est fort, M. Zié. Non, mais non, il pourrait être, s'il savait qu'il apparaît à quelque part parmi les acteurs politiques. Mais de toute la manière, lui, sa position là, sa position à l'égard des militaires là, c'est comment? Quelle était sa position? Il est parti dans une logique de contestation. Malheureusement pour lui, personne ne l'a soutenu. Et c'est le peuple. N'oublions pas que le pouvoir que Assimi Goïta a l'honneur de diriger, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui est le souverain sacrificateur. Mais pourquoi aujourd'hui un Premier ministre qui a eu à tenir des discours contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme, contre toute forme de domination et d'exploitation, et que c'est le même là qui, dans sa gestion, on trouve des malversations financières, des cas de détournement flagrant et des fonds même qui sont destinés à prendre en charge des questions importantes. Mais lorsque la Cour suprême agit, mais elle est dans ses prérogatives pour voir un peu les dépenses, les dépenses gouvernementales.
Puis c'est son rôle. Les institutions ont leur rôle. Bien Donc sûr. chaque institution a son rôle. Lorsqu'il l'établit... Mais on a des craintes quelque part. Choguel Kokala Maïga, ancien allié du pouvoir de Bamako, accusé de propos de malversation, voilà, tout et tout, aujourd'hui accusé de corruption. Est-ce qu'on est sûr d'avoir véritablement, on va dire, une procédure transparente? Mais d'abord, vous voyez la procédure, comment ça s'est passé. C'est le 30 décembre que le vérificateur général remet le rapport Bien sûr. dont le contenu condensé révèle les cas de détournement observés au niveau de la primature. Mais le Premier ministre Choguel Maïga rejette également ces accusations. Oui, mais il peut pas rejeter. Ils n'ont pas rejeté. Quand vous voyez ces camarades qui viennent dire ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste pour les neutraliser politiquement ou pour le mettre hors de la course. Mais pourquoi ils ne viennent pas apporter les preuves contraires de ce qui est dit par le vérificateur? Est-ce qu'ils ont la capacité de prouver? Bon, quand on parle de la question des frais d'émission, il y a eu une mission ou pas? C'est la question qu'on doit se poser. Les 37 millions ont été payés irrégulièrement ou pas? Les 20 milliards de francs CFA ont été octroyés dans le contexte de Covid-19 à des gens de façon irrégulière ou pas? Facile les questions. Est-ce que ça a respecté la réglementation en matière de gestion budgétaire? Est-ce que toutes ces dépenses-là ont été prévues d'abord? La Cour suprême reproche à Choguel Maïga d'exécuter des dépenses ou de dépenser des ressources financières sans que ces dépenses-là ne soient prévues par le budget lui-même. Donc, je me dis que lorsqu'on est face à un tel cas, mais la sanction, la loi est claire là-dessus. La loi est claire là-dessus. Oui, mais c'est clair. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Mais de toutes les manières, la sorcière, il faut la chasser. Mais pourquoi on a peur d'un mot? Donc ici, le sorcier, c'est Choguel Maïga, qui est accusé. Donc, à vous écouter, hein, ses propos ont, on va dire, précipité en quelque sorte, voilà, cette procédure. Sinon, il n'en serait rien, parce que c'est quand même une figure... Voilà, c'est quand même une figure non moins négligée, voilà, de la politique au Mali. Voilà, donc parlons un peu de cette dynamique. Est-ce que le pouvoir de Bamako, c'est juste une procédure ciblée ou c'est une dynamique véritablement de lutte contre la corruption? Mais lorsque vous voulez la souveraineté, vous voulez une administration moderne, responsable, qui puisse impulser le développement, alors vous allez faire appel à toutes les vertus qui puissent véritablement incarner cet idéal administratif afin justement qu'on ait la bonne gouvernance, que les acteurs qui ont des missions, qu'ils puissent les accomplir dans les cadres légaux. Justement. Mais s'il arrive qu'il y ait un cas, vous avez parlé il n'est pas une petite figure politique. Bien sûr. Mais c'est malheureux que de constater que lui-même qui s'est battu comme ça, se retrouve dans de telles situations de malversation. Moi, je dis toujours, lorsque quelqu'un il porte entorse aux lois, il faut condamner la personne. Bien sûr. La loi n'est pas faite pour telle ou telle personne. La loi, elle est faite pour tout le monde. Ce n'est pas une question de ciblage. On ne l'a pas ciblé. S'il a fauté, il faut l'envoyer là où il faut vraiment gérer ces questions-là. Il faut gérer ces questions. Les institutions ont été claires là-dessus. Ont été claires là-dessus. C'est un souhait, la lutte contre la corruption qui a la peau dure, qui fatigue beaucoup les économies africaines. Également, cette dynamique au Mali, on l'a senti également au Burkina Faso avec l'affaire Tienyan. Tous les Burkinabés, sans exception, ont salué cette dynamique qui dévoilait, on va dire, les bandits économiques. Au Burkina Faso, on aurait souhaité que cette dynamique-là continue avec les procès que les populations avaient l'occasion de suivre de bout en bout. Mais quelque peu, cette dynamique s'est estompée. Même si elle continue, mais on aurait souhaité véritablement que les grands bandits économiques soient mis devant les justices pour que les populations sentent vraiment cela. Est-ce qu'on va tomber dans cette léthargie-là encore au Mali? Parce que, bon, quand on regarde, ça ressemble à vraiment une procédure ciblée. Non, Choguel Maïga. En fait, ne faites pas attention aux propos tenus par les camarades de Choguel Maïga. Pour le cas du Burkina, je ne voudrais pas répondre sur ça, mais comme vous avez évoqué, je vais juste préciser que c'est un crime économique. Bien sûr. Et pour un tel crime,
il n'y a pas un délai de prescription où la procédure ne tombe pas sous le coup de ce délai de prescription. Ça, on le sait. Donc, ça veut dire que même si c'est l'année prochaine, ils vont juger. Mais je pense que ça implique plusieurs acteurs dont le dossier doit être en instruction. Donc, je me dis, déjà, il y a une première phase. Justement. Le premier acte fort qui nous a émerveillés, qui nous a permis de voir comment nos ressources sont utilisées, est déjà à saluer. En attendant justement que les autorités puissent prendre en tout cas toutes les diligences nécessaires afin justement d'enclencher l'autre acte, afin de sanctionner ceux qui ont fauté. Pour le cas du Premier ministre, non, je pense que d'abord il a été déposé. Le vérificateur a fait son rapport, sur la base de ce rapport, et vous voyez le jugement d'abord à la Cour suprême s'est fait de façon publique. En fait, c'est en présence, on vous donne la parole, vous avez la possibilité, son avocat était là, on ne lui a pas en tout cas ôter les droits de se faire assister. Donc, tout a été établi. La loi dit, quand c'est comme ça, il faut décerner un mandat de dépôt contre l'intéressé. Et ce qui a été fait. Donc, on attend de voir que pour un tel crime économique et financier, que la procédure judiciaire aboutisse au jugement et que la vérité puisse triompher. Voilà. Beaucoup de gens seront émerveillés de voir l'issue de ce procès-là. C'est qui représente réellement ce Premier ministre-là, qui à un moment, par ses discours, quand certains nous disaient, lui c'est un populiste, parce que n'oublions pas que c'est un homme politique. Hein. Bien sûr. Il fut ministre, deux fois, il fut ministre du Commerce dans les années 2002-2007. Il fut ministre de l'économie numérique et de la communication dans les années 2015-2016. Mais quand lui-même, ses camarades qui lui ont fait confiance, et ces mêmes camarades-là se retournent contre lui par rapport à ces dérives autoritaires dans la gouvernance de leur parti. Mais nous devons nous poser la question. Si c'est pour un simple parti qui réunit quelques personnes, pas tout le peuple malien, mais on le débouche ou on le déboulonne, mais on doit se poser la question, est-ce qu'il mérite encore de rester à la tête d'un gouvernement qui va engager un combat contre le néocolonialisme, qui va engager un véritable combat contre l'impérialisme pour son véritable développement? On doit se poser ces questions. Et lui-même, il s'est dévoilé. Puisque, vous voyez, le Premier ministre, il était un volcan calme. Mais à un moment, il bouillonnait. Ça bouillonnait à l'intérieur. Mais le feu a craché. Il pensait, en crachant le feu, il pensait qu'il allait avoir des soutiens. Mais c'est le peuple qui a dit, mais non, lui là, vous pensez qu'il n'a pas de soutien? Vous pensez vraiment qu'il n'a pas de soutien? Mais ses soutiens, c'est quelques groupuscules d'individus face à un peuple. Et vous pensez que cette situation ne va pas impacter la stabilité? Mais même les terroristes ont un soutien. Hein. Bien sûr. Il faudrait savoir ça. Bien sûr. Donc, tout le monde peut avoir un soutien. Maintenant, c'est combien de personnes? Mais est-ce que cela ne va pas impacter véritablement la situation? Non, mais je pense que ça va permettre au peuple malien de reprendre confiance aux institutions républicaines. De savoir que lorsque le président Assimi Goïta a dit il se battra pour la souveraineté, la justice, la bonne gouvernance, que cela devient aujourd'hui une réalité par le fait simplement qu'une procédure, à travers donc le rapport qui a été en tout cas élaboré par la Cour, le bureau du vérificateur, justement, que ce rapport aujourd'hui connaît vraiment sa pleine application afin justement de situer les responsabilités dans les différents cas de malversation. Mais ce n'est pas lui seul qui a été inculpé. Lorsqu'ils ont été à la Cour suprême, il était là-bas avec 8 de ses collaborateurs. Parmi les 8, il y a 2 qui sont restés. Est-ce que lui aussi fut un Premier ministre? Est-ce que qui vous dit que les 2 qui ont été déposés, mais d'autres sont toujours en audition. Est-ce que ceux qui sont toujours en audition, ils ont tenu aussi des propos à l'égard du mais ce sont ses collaborateurs. Ce sont ses collaborateurs. Oui, mais ça veut dire que les collaborateurs ont été dans cette complicité-là, justement, pour piller les ressources du peuple. Monsieur Zié, cela n'est pas acceptable. Monsieur Zié, parlons de l'indépendance de la justice. Revenons encore, parce que nous sommes dans un contexte particulier. C'est un contexte de défi sécuritaire où toutes les institutions doivent aller dans le même sens. Voilà, lutter contre la corruption et surtout poser des jalons importants pour un ancrage dans le développement national, bien sûr, au regard aussi de la dynamique confédérale. Transparence de la justice au Mali, dans cette affaire Choguel Kokala Maïga, le pouvoir de Bamako n'aura-t-il pas un pouvoir d'influence sur cette justice-là? Non. Dans l'affaire Kokala Maïga. Vous voyez, il y a des préalables. Vous voyez, tout État a des institutions.
Bien sûr. Et ce que nous appelons ici pouvoir, le seul souverain qui existe, à qui le peuple a décidé de confier sa souveraineté, c'est d'abord l'organe qu'on appelle présidence. Je pense pour le cas de Mali, c'est la présidence du... C'est quoi là? La présidence du Mali, non? La présidence du Mali, oui. Voilà. C'est le premier organe qui est habilité à décider et à orienter et qui est le garant de l'unité nationale. Et à part cet organe-là, aucun autre organe n'a encore cette attribution qui est vraiment d'assurer, de garantir l'unité nationale. Ça veut dire, quand vous prenez le pouvoir législatif, c'est un pouvoir qui vise à mettre en œuvre la vision du président du Mali. Vous prenez le pouvoir législatif et ils adoptent les projets de loi, ils font les propositions de loi et autres. C'est leur domaine, c'est le domaine de la réglementation. Vous prenez l'entité judiciaire, ce n'est pas un pouvoir indépendant qui peut cavaler seul pour dire qu'il peut s'hisser à la même envergure que le pouvoir législatif ou que le pouvoir exécutif ou même au même titre que le président du Mali. Pour vous, le pouvoir judiciaire je vous dis simplement, ne doit pas aller en roue libre pour vous. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour un État. Ce n'est pas des cas qui sont réalisables. Peut-être que c'est un idéal. Il ne doit pas avoir de justice indépendante. Non, il n'y a pas d'indépendance. Il y a une certaine autonomie. Ça veut dire que le pouvoir législatif est là. Oui. De toutes les manières, c'est du pouvoir législatif qu'il y a un ministre qui est chargé des questions de justice. Et c'est sous la coupe de ce ministère que les différents tribunaux, les différentes juridictions prennent leur capacité matérielle et également mettent en œuvre la politique de justice vis-à-vis donc de ce qui est décliné par le ministre de la Justice. Si cela est fait comme ça, ça veut dire que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire doivent travailler ensemble justement pour juguler le mal et faciliter l'application des tests. Mais de toutes les manières, lorsque vous parlez d'indépendance de justice, quand vous prenez par exemple, je ne fais pas un parallèle, vous prenez par exemple, le cas du Burkina Faso, vous prenez les magistrats. Les magistrats, c'est un fonctionnaire de l'État. Il est recruté et il est soumis même à la loi 81, même si on dit qu'il y a d'autres tests particuliers qui viennent pour préciser certaines des dispositions en lien avec leurs fonctions. Ça, on n'est pas contre ça. Mais le magistrat, d'abord, c'est un fonctionnaire comme tout fonctionnaire, comme un enseignant, comme un médecin. On parle du pouvoir judiciaire. Je vais terminer pour dire simplement que le même fonctionnaire ne peut pas prétendre dire qu'il est dans une entité. L'entité jouit d'une autonomie de fonctionnement. Une entité qui reçoit les garanties, de sorte que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif n'est en tout cas à s'ingérer de façon flagrante dans ses compétences, qui est de juger. Donc pour à part ça, là, il y a un lien intrinsèque. Donc pour vous, les trois piliers de l'État. Justement. Les trois piliers de l'État, c'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Voilà, donc il n'y a pas de ciblage. Moi, je le dis, le monsieur, il l'a déconné ou pas, il a détourné ou pas. Les 92 millions ont-ils été utilisés pour payer les redevances? Oui ou non? Qu'ils nous répondent. Est-ce que les 20 milliards de francs CFA ont été octroyés ou pas? Moi, je me poserais même la question. Comment une primature, un premier ministère peut même être dans les questions d'octroi de prêts? La question, on doit se la poser. On doit se poser la question. Donc pour vous, M. Zié, autonomie et non indépendance pour l'organe judiciaire. L'indépendance, ça dépend de comment vous définissez cela. Il y a certains pays qui fêtent les fêtes d'indépendance, mais ils sont réconfortés lorsque cette date qui a été donnée par l'impérialisme, mais c'est quel contenu donne à cette indépendance? On va continuer, M. Zié. Cette indépendance s'assimile à une autonomie de fonctionnement et qui permet que le pouvoir exécutif ne s'interfère pas dans les compétences du pouvoir judiciaire. Une situation au Mali avec Choguel Kokala Maïga, pensez-vous que cette situation va plus l'écarter ou encore le porter plus au devant de la scène politique? Mais ça va le porter où? Lui, il était où d'abord? Il était d'abord devant. Il était un premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Bien sûr. Je pense que, bon, pour le cas de Mali, je pense qu'il doit être la troisième personnalité, si je ne me trompe. Sinon, généralement, il y a certains pays, c'est la deuxième personnalité après le chef de l'État. Bien sûr.
Mais lorsque lui-même, il vient dénigrer les mêmes pouvoirs, il vient insulter le peuple malien qui a soutenu, continue de soutenir, qui se bat pour se libérer. Mais on l'a démis de ses fonctions. Il devient un simple citoyen malien qui va vadrouiller comme Masra, Sucé Masra. Mais au-delà, c'est un homme politique influent au Mali. Oui, mais son influence, c'est où? Ce n'est pas dans les mêmes M5. Voilà, le mouvement du 5 juin, là, rassemblement des forces patriotiques. Mais et même le mouvement lui-même l'a expulsé pour ses propres dérives. Les mêmes qui ont reproché, le mouvement a reproché à Choguel, c'est pratiquement un peu les mêmes là qui aujourd'hui ont alimenté sa conscience de telle sorte qu'ils commettent même ces infractions aussi graves qu'un premier ministre d'un pays qui se bat dans un espace confédéral pour leur souveraineté. Est-ce que ça, c'est admissible? Donc, porter où? D'abord, il n'a qu'à finir ces casseroles-là. Lorsqu'il va finir ces casseroles, il verra comme il va faire. De toutes les manières, c'est un simple citoyen malien qu'on voit. C'est vrai qu'il a le titre d'ancien Premier ministre, mais je vous dis, il va vadrouiller comme Sucé Masra du Tchad, comme tout autre Premier ministre qui n'a pas réellement travaillé avec sincérité pour le bonheur de leur peuple. C'est une dynamique qui est enclenchée dans l'espace AES. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali et le Niger sont engagés dans la lutte contre la corruption et également sur des questions majeures pour un développement et un ancrage, pour un développement qui profite aux populations. Aujourd'hui, cette situation au Mali peut se répéter. Voilà, partout, au Burkina Faso, on l'a vu avec l'affaire Tienyan, et on attend également d'autres comparutions pour que cette dynamique soit plus ressentie par les populations. Aujourd'hui, quelles leçons on tire de cette situation? C'est un appel déjà. Cette situation des premiers ministres, Choguel, Kokala, Maïga, c'est un appel à l'ensemble de tous ceux qui sont en charge de la gestion du bien public qu'ils doivent tenir compte, qu'ils soient en mission pour l'intérêt général, qu'ils soient en mission pour la nation et qu'au nom de cette mission, au titre de cette mission, ils ne doivent pas s'en servir. Ils ne doivent pas se servir des fonctions et des prérogatives qu'ils ont pour s'enrichir. C'est du blanchiment. Et c'est même l'objet même du combat que nous menons. Lorsqu'on parle du terrorisme, on voit à côté les blanchiments d'argent. Quand on parle de terrorisme, on voit à côté la corruption. On voit les cas de mauvaise gouvernance. Mais ceux qui mènent, qui portent ce haut combat, ce grand combat salvateur qui va permettre de libérer tout le Sahel, et même ne doit pas aller dans une logique de se compromettre dans des affaires louches de telle envergure. Donc c'est un message, pour moi c'est un message à l'endroit de tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité. Et de comprendre qu'on peut être Premier ministre aujourd'hui, on peut être leader aujourd'hui, et demain ne pas l'être. Et que lorsqu'on est au service du peuple, c'est le peuple qui te porte. Tu n'as pas d'arrogance face à ce même peuple. C'est le peuple-là qui est le souverain. S'il est d'accord avec toi, et tu vas mener bien la mission qu'il t'a confiée. Mais lorsque tu fais cas de dérives, tu te rends coupable de certains actes qui sont condamnables, mais que la loi s'applique. Donc pour vous, et lorsque la loi s'applique, on doit applaudir. Pour vous, Choguel Maïga est délaissé. Il n'est pas délaissé, ça veut dire quoi? Il s'est délaissé, c'est lui-même qui s'est délaissé. Pour vous, il n'a pas de soutien? Non, il a un groupuscule d'individus qui l'a pu manipuler. Peut-être on pourrait dire, de toutes les manières, quand on a dit qu'il a comparu devant la Cour suprême, c'était avec de ses collaborateurs, non? Donc certainement que ce sont ses prétendus soutiens. Donc pour vous, ça se limite à 8 personnes. Au-delà, dans le domaine politique, il a quelques personnes qui font des jets de soutien. Donc il n'y a pas de velléité de crise en interne. Il n'y a pas de velléité. C'est lui qui avait été à la base, c'est lui qui avait été à la base de ces velléités qui ont justement été cernées par le peuple. Et le peuple a vite fait de condamner ces velléités insultantes afin justement de restaurer la dignité, l'authenticité de l'État malien et pour lui permettre de prendre son plein pouvoir pour la reconquête territoriale, pour engager une dynamique de souveraineté dans l'espace confédéral. Je rappelle d'ailleurs, nous sommes dans un espace qui est le tout premier espace confédéral africain au XXIe siècle. Mais c'est une fierté pour nous, pour tous ceux qui auront en charge de contribuer à la construction de nos nations respectives, qu'ils doivent le faire avec dignité, honneur, mais que notre engagement doit être désintéressé. Mais s'il arrive qu'un Premier ministre
qui a eu à tenir un discours acclamé aux Nations Unies, qui a eu à tenir des discours contre la France néocolonialisme. Mais aujourd'hui, quand c'est le même là qui vient poser de tels actes, mais ça nous décourage. Mais avant de conclure sur cette question de ces malversations, on va attendre de voir où va nous amener l'issue du procès. Bien sûr. Et c'est plus le juge qui est le souverain sacrificateur qui doit dire les droits. Lorsqu'il dira les droits, nous verrons les verdicts et on saura qui a fauté, qu'est-ce que lui est reproché exactement. Pour le moment, nous sommes en phase de citation. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je me dis que le Sahel est un espoir pour l'Afrique. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de chance qu'on laisse à ceux qui jouent avec les biens du peuple. Il n'y a pas cette opportunité que le peuple va laisser à quelques groupuscules d'individus qui se prennent pour leur maître du temps et qui vont exploiter à souhait le peu de ressources qu'on a pour permettre à ce que nos armées puissent acquérir les matériels sophistiqués contre ce combat de l'impérialisme et également pour que nous puissions engager nos États respectifs pour la souveraineté et le développement durable pour un Sahel solidaire et qui puisse vraiment étendre sa souveraineté sur toute l'Afrique. Merci, vous m'avez dévancé sur une question. C'est une procédure. C'est ça. En attendant le verdict final, Bamako gagnerait-il à se réconcilier avec, on va dire, tous les acteurs politiques, la société civile malienne, ou encore durcir le ton pour aller dans une situation qui ne va pas arranger, bien sûr, qui va créer une froideur dans les relations au quotidien. Parce que cette froideur, elle est là. Arriver dans une procédure où on se réconcilie avec et les acteurs politiques et également la classe, la société civile, ou aller toujours dans un bras de fer. Parce que ça ressemble à cela. Bon, la question laisse entrevoir déjà qu'il y a une fissure sociale. Oui, bien sûr. Bon, s'il y a une fissure sociale et que les causes ont été bien identifiées, s'il y a des réponses qui peuvent être stratégiques, opportunes, qu'on les applique, si cette réponse va passer par le chemin d'un dialogue politique avec les acteurs, parce que c'est qu'on a constaté un peu comment le pouvoir, le gouvernement malien a été constitué en 2021. Et c'est qu'à l'avènement de cette gouvernance patriotique et intègre, ils avaient dit que le premier ministère revenait au M5 RFP. Justement. Bon, ça veut dire qu'à quelque part, il y a des acteurs politiques qui sont dedans. Il y avait véritablement, voilà, il y avait une nécessité de les associer. Oui, s'il y a des discordes, moi je ne trouve pas de mal qu'ils s'asseyent pour échanger. Justement. Mais s'il n'y a pas de discorde, mais s'il y a des acteurs politiques qui sont manipulés par l'impérialisme, qui sont imbus de leurs personnes et qui, au nom de leurs intérêts individuels et intérêts égoïstes, qu'ils veulent fléchir ou faire fléchir le pouvoir de Bamako, moi je pense que les autorités maliennes doivent vraiment hausser les tons. Parce que nous sommes à un moment où il faut sonner les glas de toute dérive. Il faut sonner les glas de tous ceux-là qui vont s'inscrire dans une logique de protestation par procuration au compte de l'impérialisme. Parce que cette tentative de déstabilisation qu'on a observée à travers les antennes de la télévision malienne laisse croire que l'impérialisme a encore des tentacules locaux qu'il utilise à souhait pour accomplir des missions. Lesquelles missions d'ailleurs vont venir pour assombrir le peuple déjà qui a engagé un élan pour sa libération. Mais moi je dis, si ces cas existent là, il n'y a pas de négociation. De toute la manière, le Mali a décidé de combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est le terrorisme, appuyé par l'impérialisme. Les mêmes là sont aussi ceux-là qui sont réunis dans certaines instances au niveau international, appuyés par les ONG. Le Mali a décidé, avec courage, dignité, comme au temps de Soundiata Keïta, de faire face avec un pragmatisme légendaire face à toutes ces forces rétrogrades. Moi, je pense que si des cas se révèlent de cette nature-là, il faut faire face avec courage. Il faut condamner. On ne va pas permettre à des gens de venir saboter
des efforts déjà qui sont consentis par le peuple malien. Merci. Le peuple malien a beaucoup souffert Bien sûr. de la partition. Lorsque vous êtes dans votre pays, on vous dit que vous n'avez pas assez à l'autre côté parce que l'impérialisme a voulu que le pays soit divisé en deux. Mais cela ne peut pas plaire à un peuple qui veut vraiment affirmer sa souveraineté. Du coup, il faut que le peuple soit vigilant. Merci. Que le peuple-là, c'est lui qui va être le sentinelle contre la perfidie. Que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe, c'est le même peuple, c'est la même jeunesse-là qui doit être vigilante afin justement de déboulonner, d'extirper tout ce qui est force rétrograde, impérialiste, qui vise donc à nuire à cet élan révolutionnaire au niveau du Mali. Au niveau du Mali. Merci, M. Zié. Comme on le dit, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer pour la bonne marche de la société. Mais quand il y a nécessité de privilégier le dialogue, il faut y aller. On n'abandonne pas la loi pour des compromis. Non, et pas de compromis mène toujours à la perdition. Non, pas de compromis. On l'a dit, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Elle s'applique à tout le monde. Mais s'il y a lieu de choisir le dialogue, il vaut mieux y aller. On ne choisit pas. On applique la loi et après on parle au dialogue. Merci bien, M. Zié. Merci pour l'invitation. Ça a été un honneur de vous avoir sur le plateau de décryptage. Cette actualité, nous souhaitons une issue véritablement qui profite surtout au peuple malien. Parce que toutes les luttes doivent profiter au peuple, parce que c'est eux qui véritablement au quotidien travaillent, contribuent, ont besoin d'hôpitaux, d'écoles, de routes, de manger, de se soigner. C'est pour toutes ces populations que véritablement les dynamiques s'enchaînent. Voilà, on va dire dans l'espace confédéral AES. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un grand honneur pour moi d'échanger sur cette question importante. Merci. Merci infiniment. Merci également à vous, chers téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision. Nous vous retrouvons une autre fois pour un autre sujet encore plus intéressant qui, on va dire, qui décrypté pourra contribuer bien sûr à la bonne dynamique de notre continent. Merci et on se retrouve la semaine prochaine.